d'être venu avec nous ce soir pour cette table ronde qui compte, dont l'origine est multiple, mais finalement cette table ronde, l'idée est venue lorsque Damien et moi nous sommes allés aux Prospectives innées, c'était en octobre 2022, et l'Institut national d'écologie et d'environnement du CNRS. Et donc en allant à ces prospectives, on a discuté avec pas mal de jeunes chercheurs en environnement, et ces chercheurs paraissaient relativement frustrés. Et leur discours, c'était on ne sait pas quoi faire ni comment le faire, finalement, parce qu'on voit bien voilà, qu'on a aussi une responsabilité face à la perte de biodiversité, au réchauffement climatique. Et que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit plus s'engager? Et si on doit s'engager, comment s'engager? De quelle façon s'engager? Et ça, c'était des véritables questions. Et donc, cette table ronde, elle est née d'une volonté de Damien, ici présent, et de Manon, qui vont donc animer avec grâce cette table ronde aujourd'hui, et de leur envie de mettre ce sujet sur la table et d'en discuter avec vous. Voilà. Et je les laisse introduire nos participants et nos intervenants. Bon, merci Delphine. Donc on va faire une courte introduction avec Manon. Donc déjà, il y a une citation de Rabelais qui introduit bien cette table ronde, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Qu'est-ce qu'on entend par science? Alors avant de démarrer la table ronde, il nous paraît essentiel de poser quelques éléments de contexte et de distinguer trois notions. Donc deux principales, la notion de recherche, celle de science, et un peu plus en marge, celle de l'expertise. Alors tout d'abord, donc, en recherche, on se pose des questions de recherche. On a une démarche scientifique, on pose des hypothèses et on met en place donc, une démarche pour y répondre. Donc autrement dit, ça correspond à l'ensemble des actions mises en œuvre afin de produire et développer des connaissances scientifiques. La science découle donc de la recherche. Et la science, autrement dit, c'est l'ensemble des connaissances, des travaux qui sont donc vérifiables, exprimés par des lois, validées plusieurs fois, etc. Et un petit peu en marge, on a l'expertise qui correspond aux compétences acquises dans un domaine spécialisé et permet de délivrer un examen, un avis, une estimation ou une évaluation suite à une demande. Voilà, alors souvent, Attends, c'est bon ? Ok. Alors la science est souvent vue comme un idéal de neutralité et d'objectivité. Elle est parfois même sacralisée dans cette idée-là. Or, la science produite par la recherche, elle est conditionnée par son contexte social et historique. Elle va donc répondre à des besoins, des questionnements de son temps, entre autres. Et pour autant, le retour de la recherche vers la société n'est pas toujours fait. Les chercheurs sont difficilement visibles dans la sphère publique et médiatique, on va en parler. Pourtant, dans les congrès et les colloques auxquels nous avons assisté, on voit que la question de l'engagement grandit au sein de la communauté scientifique. Voilà, donc ainsi, le scientifique, le chercheur, est-ce qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de la société? Et quel est leur rôle dans l'espace public? Donc, au cours de cette table ronde, nous nous intéresserons au domaine de la santé-environnement, surtout pour répondre à la crise sanitaire et environnementale qui secoue actuellement nos sociétés. Et donc, pour parler de ce sujet, nous avons trois invités, du coup, qui sont là. Nous avons deux chercheurs, que sont Françoise Lafaille et Philippe Garrigue, et un journaliste tout aussi engagé, où c'est à discuter, Morane Kirinek. Voilà, bienvenue à vous trois. Voilà. Alors, on va vous présenter brièvement. Donc, tout d'abord, François Lafaille, donc vous êtes actuellement chargé de recherche en ethnologie à l'ENTPE, donc l'ENTPE qui est lié au ministère de la Transition écologique et de la Transition des territoires, et membre d'une UMR de recherche CNRS, environnement, ville et société à Lyon. Et aussi ethnologue, vous avez soutenu une thèse en ethnologie d'ailleurs, et sociologie comparative sur l'implantation de la centrale nucléaire du Blayais. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Blayais c'est près de Bordeaux, en 1994. Donc parmi les sujets de recherche principaux, on retrouve tout d'abord le risque industriel et très sporadiquement le risque sanitaire, avec notamment le VIH, la participation des populations au débat sur les risques technologiques et aux décisions d'aménagement, et enfin l'industrie avec l'implantation, la reconversion et la fermeture de sites industriels. Et au cours de vos recherches, vous avez mis l'accent sur l'interdisciplinarité, notamment avec la chimie et la physique, mais pas que. Enfin, vous avez réalisé des études sur le terrain en France, en Italie, mais également en Côte d'Ivoire. Et vous pourrez compléter si jamais j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc vient ensuite le docteur Philippe Garrigue. Donc Philippe, vous êtes directeur de recherche au CNRS, actuellement en poste à l'Université de Bordeaux.
Vos recherches portent sur les aspects analytiques liés à la détection des polluants, leur devenir environnemental et leurs effets toxicologiques. Vous avez été impliqué dans le développement de marqueurs biochimiques comme système d'alerte précoce pour l'évaluation toxicologique des écosystèmes marins. Ça fait beaucoup. Et vous êtes aussi l'auteur d'environ 180 publications. Vous avez été membre, ou vous êtes membre de comités scientifiques dans des institutions françaises comme le CNRS, l'IFREMER, l'INERIS et la Fondation Rovaltin. Et vous avez organisé plusieurs conférences scientifiques traitant de la chimie environnementale et de la toxicologie. Et aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef du journal ISPR, Environmental Science and Pollution Research. Désolée pour l'accent. Et enfin, on est très heureux d'accueillir Maureen Kerinek, qui est journaliste indépendant à Lyon, spécialisée en écologie, en sciences sociales et numériques. Donc vous êtes diplômé du master journalisme et médias numériques de Metz. Vous avez travaillé notamment pour Ouest France, Challenge, Lyon Capitale et Tendance Ouest, et vous collaborez aujourd'hui avec plusieurs médias indépendants, Reporter, Numérama, Blast, Rue 89 ou encore Slate. Vous consacrez vos articles aux politiques publiques et comment elles s'articulent aux questions écologiques, ainsi qu'aux solutions pour faire face au dérèglement du climat, et à la déconstruction des discours climato-sceptiques qu'on entend de plus en plus dans les médias. Voilà, voici nos 3 intervenants que vous pourrez interroger. Alors, on va lancer quelques questions, mais vous serez libre de poser vos questions si vous en avez au fur et à mesure. N'hésitez pas à lever la main, ils sont là pour vous. Et nous, on va faire ça pendant 1h30 environ. On va essayer de se partager la parole, que tout le monde... Sentez-vous vraiment libre de poser vos questions. Et on va commencer, du coup, par une première question. Un chercheur devrait-il s'engager? Comment? Quelles sont les différentes formes d'engagement? Et qu'est-ce qui, vous, dans votre parcours personnel, résonne avec l'engagement? Françoise, je vous laisse commencer. C'est parti. Alors, quand on fait des sciences sociales, on pense que on est forcément engagé. Alors, cet engagement, il doit prendre enfin, selon moi, je ne parle pas pour tous mes collègues, mais il prend des formes un peu particulières, puisqu'il faut à la fois adopter une démarche un peu rigoureuse, enfin, franchement rigoureuse, et comme on travaille sur la société, bien évidemment, on est les témoins de certaines choses. Alors, l'engagement, pour moi, le premier de mes engagements, c'est de faire de l'anthropologie, enfin de l'ethnologie ou l'anthropologie, j'utiliserai les mots indifféremment, parce que je pense que travailler et analyser sur les manières de sentir, de penser en collectif sont très importantes. Alors, ça, c'est mon premier engagement. Et puis, on peut participer aussi à certaines instances qui consistent à sortir la science de sa tour d'ivoire et des laboratoires. On peut avoir tout un tas d'engagements qui sont des engagements qui restent dans nos compétences. Ça ne nous empêche pas, en tant que citoyens, d'avoir des engagements autres qui sont plus proches du militantisme ou ce genre de choses. Mais dans ma démarche de chercheur, j'essaie de rester dans la rigueur de cette démarche et je peux éventuellement, et je suis très attachée au fait de restituer le contenu des recherches et des connaissances produites. Alors on peut y revenir, je peux vous donner des exemples, c'est juste une mise en bouche. Donc Philippe Guérin, oui. L'engagement pour moi, il démarre par ma profession, c'est-à-dire chercheur au CNRS, dans la mesure où effectivement je suis un fonctionnaire public payé par les deniers de l'État, donc par les deniers des citoyens, et à ce titre-là, je pense que j'ai une responsabilité importante vis-à-vis du travail que je développe et du travail que je peux effectivement fournir. L'engagement, il se situe aussi dans le travail de tous les jours par rapport à ce que l'on découvre, par rapport à ce que l'on cherche. Et je pense que tout chercheur, quelque part, est un lanceur d'alerte, dans la mesure où nous allons travailler sur des nouveaux sujets
qui ne sont pas encore trop bien connus, qui sont inconnus, dont on parlera peut-être le grand public des années après qu'on ait démarré notre recherche. Et donc à ce titre-là, je pense que c'est aussi important de pouvoir être conscient qu'on aide à faire avancer la recherche. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la définition de la recherche et de la science, c'est deux choses totalement différentes. La science, c'est tout un ensemble de connaissances qui se sont structurées, qui ont été validées. La recherche, c'est souvent l'hésitation, c'est le questionnement, le retour en arrière, et des choses qu'on ne sait pas forcément très très bien gérer, parce que c'est de la nouveauté et parce que c'est de l'inconnu. Et parce qu'aussi on est en phase des fois de l'ignorance, puisqu'on est en train de développer de la connaissance. L'autre engagement, personnellement, je n'ai pas d'engagement militant en tant que citoyen, mais je pense qu'il y a un engagement aussi qui est important, je pense vis-à-vis de la politique, dans le sens où il ne faut pas politiser la science, mais il faudrait scientifiser la politique. En fait, sur les 577 députés que nous avons à l'Assemblée nationale, il y en a à peine 10 qui sont issus du milieu scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la culture dominante, c'est une culture qui est quelque part minoritaire, et donc qui ne seront pas forcément pris en compte dans l'esprit des députés quand ils voteront, parce que c'est quelque chose qui apparaît très très peu, je dirais, en relief par rapport à la société. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur l'engagement? C'est vrai qu'après, l'engagement, on peut l'avoir aussi au niveau de la communication que l'on fait, c'est-à-dire communiquer vers des médias. Ça aussi, je pense que c'est aussi important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand certains journalistes nous posent des questions, ou même quand le grand public lit des articles, des fois dans la presse, on a l'impression que les choses ne sont pas très claires. Elles ne sont pas très claires parce que c'est la recherche. Donc on peut avancer sur des faits, on peut avancer sur des bases, on peut dire oui, ça c'est vrai, mais il y a des fois où on peut dire aussi je ne sais pas, parce qu'effectivement on est en pleine construction de la recherche. Donc ça c'est aussi important. Et puis finalement, il y a notre engagement aussi que l'on a, qui est plus lié à notre milieu de communauté scientifique. Il y a ce qu'on appelle des sociétés scientifiques savantes, dans lesquelles effectivement on peut s'impliquer pour pouvoir aussi arriver à mieux faire considérer ces entités, pour leur donner une certaine visibilité. Et en particulier, j'ai fait partie du conseil d'administration de l'Association européenne de chimie, et grâce à ça, on a pu faire aussi passer certains messages vis-à-vis de la Commission européenne et certaines directions générales de la Commission. Voilà, j'arrêterai là, ma petite introduction, peut-être déjà trop longue. Alors moi, je ne suis pas chercheur, je suis journaliste. J'ai toujours un petit problème quand on me dit que je suis un journaliste engagé, même si, de fait, c'est quand même particulièrement vrai. Parce que je choisis les médias, j'ai eu l'opportunité de pouvoir choisir les médias avec lesquels je travaille, Reporter, Blast notamment. Et en fait, j'ai aussi des choix dans les sujets que je traite et la façon dont je les traite. Je les traite à travers un prisme. À chaque fois, j'essaie de trouver les informations qui sont les plus pertinentes pour tenter d'informer au mieux les lecteurs. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il arrive parfois que l'angle des articles soit teinté. Et c'est pareil pour tous les journalistes. Il n'y a aucun journaliste qui n'est capable de fournir un journalisme objectif. Après, on tente de faire notre mieux pour trouver les interlocuteurs les plus pertinents, les chercheurs qui sont cohérents et pertinents sur les sujets sur lesquels on travaille. Et c'est pour ça notamment que je suis là ce soir, pour tenter aussi de distribuer leurs paroles au grand public. Et merci à toutes et tous. C'était concis, c'était parfait. Donc on va rester sur les médias, tout d'abord avec Morane et puis après avec Françoise et Philippe, avec la question pourquoi intervenir dans les médias, donc plutôt pour les chercheurs, mais du coup Morane, vous avez pu observer peut-être des chercheurs intervenir beaucoup dans les médias. Les chercheurs qui s'affichent médiatiquement ont-ils pour objectif et peut-être espérance de peser sur les choix collectifs, mais également d'aller faire pression sur la classe politique? La réponse courte va être oui. Certains qui cherchent la lumière, quand ils sont pertinents dans leur domaine, ils ont envie d'influencer justement les décideurs. Après,
il y en a aussi beaucoup qui ont commencé à élever la voix récemment pour éviter en fait qu'elle ne soit que les domaines dans lesquels ils sont spécialistes en fait ne soient, comment dire ça, j'avais réfléchi en fait à la question dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en ce moment on a beaucoup de chercheurs qui viennent parler pour éviter que ce soit des gens qui soient incompétents ou qui viennent avec des agendas politiques parler à leur place. C'est notamment le cas des chercheurs du GIEC qui sont formés à aller parler dans les médias parce que pendant 10-20 ans, ils parlaient dans le désert. Personne ne les écoutait parce qu'ils n'avaient pas forcément les codes et parce que les journalistes n'étaient pas assez bien informés, ils n'étaient pas assez bien formés à comprendre ce qu'ils racontaient. Merci Philippe. Françoise, une réaction, et après peut-être que le public, si vous posez des questions, n'hésitez pas. Alors, rappelle la question. Alors la question c'était vraiment sur les médias, Ouais. avec les chercheurs qui s'affichent médiatiquement, qu'est-ce qu'ils cherchent en gros à faire pression sur les politiques, à peser dans des décisions plutôt collectives. Oui, alors, bon, après, ça c'est toujours une expérience un peu personnelle. Honnêtement, moi j'avoue que c'est plutôt les médias qui m'ont contacté, plutôt que je sois allé de moi-même, soit sur un plateau télé, soit une radio, soit sur un journal. Après, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est rester dans mon domaine de compétences. Parce que vous avez certains journalistes qui vous poussent toujours à aller plus loin, et à un moment donné, vous sortez de votre champ de compétences, et à ce moment-là, c'est là où vous commencez à dire des choses pour lesquelles vous n'avez pas la compétence et pour lesquelles vous n'avez pas non plus la légitimité. Et ça, c'est très très dangereux. Et on le voit chez certains collègues, ils se retrouvent sous les feux des projecteurs, et à ce moment-là, ils ont l'impression qu'ils peuvent un petit peu outrepasser leur champ de compétences. Voilà. Mais moi, en ce qui me concerne personnellement, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les journalistes, que ce soit la presse audio, visio ou même écrite. Ayant eu par exemple la possibilité de relire certains écrits produits par la presse écrite, et puis une certaine considération lorsque j'ai participé à des émissions télé ou des émissions radio. Alors moi, je suis la moins bonne personne pour vous parler des rapports avec la presse, parce que j'ai eu des expériences malheureuses d'entrée de jeu, où je ne reconnaissais pas mes propos, où on m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Alors évidemment, quand on travaille en sciences sociales, c'est d'autant plus facile. Et donc j'ai un peu laissé tomber ce type de rendu. Parce que je ne m'y retrouvais pas. Je n'avais probablement pas les codes, mais c'était hallucinant. Donc je me suis dit, autant faire ce qu'on sait faire, donc faire des restitutions auprès des populations enquêtées, faire ce genre de choses, ou écrire un article sur les conditions de mise en œuvre d'une recherche qui s'est avérée compliquée, ou faire découvrir un milieu, quand j'ai travaillé par exemple sur le VIH-Sida, faire découvrir ce qui est fait en Afrique, en Côte d'Ivoire. Si j'ai fait cette recherche en 2002, pour la clôturer, il m'a fallu écrire un article sur l'éthique en 2014. Alors ça peut prendre du temps, il faut l'opportunité, mais moi je préfère répondre sur ce registre-là que je maîtrise un peu mieux. Plutôt que avoir ces expériences malheureuses. Et deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Alors, quand vous faites des sciences humaines et sociales, on vous invite pour votre domaine de compétences. Et après, on retrouve des collègues qu'on connaît très très bien en train de parler de tout et de rien. C'est-à-dire ils n'ont pas plus de compétences que les autres. Et le journaliste les tire vers une espèce de niveau de généralité. Et là, je trouve ça contre-productif pour notre discipline parce qu'on est très proche du café du commerce. Donc voilà, moi je suis la mauvaise personne pour parler des relations avec la presse. Je voudrais faire un petit commentaire, excusez-moi, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ce que dit Françoise, parce qu'en fait, moi je suis en sciences techniques et Françoise est en sciences sociales, et en fait on a travaillé ensemble. Et c'est vrai qu'au début, moi j'ai été un petit peu déboussolé parce que en fait, j'avais l'impression de comprendre des choses très très simplement de ce qu'elle me racontait. Alors qu'en fait, le piège, c'est que les sciences sociales utilisent, si vous voulez, un vocabulaire qui est presque le vocabulaire de tout le monde et de tous les jours. Et donc à ce moment-là, on a aussi une impression d'adhésion qui semble être
trop facile, mais en fait, après, en rediscutant plus à fond avec François sur certaines phrases qui étaient employées, sur certains termes qui étaient définis, je me suis aperçu que j'étais dans une confusion ou même dans une mauvaise interprétation des choses, quoi. Voilà, je voulais faire le même. Ceci pouvant aussi expliquer que voilà, vous êtes souvent recherché par les médias parce qu'on a l'impression que voilà, votre discours passera mieux que un scientifique pur et dur, des sciences pures et dures, comme on dit, hein, plutôt des sciences inhumaines et asociales, moi comme je les appelle, que par rapport aux sciences humaines et sociales, parce que voilà, il faut qu'on fasse un effort, on ne peut pas utiliser de la sémantique qui est vraiment spécifique à des champs disciplinaires très très pointus. Voilà, j'ai fini. D'accord. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a déjà des réactions parmi vous dans la salle? Oui. Oui, donc ma question c'était, en fait, si je ne me trompe pas, en tant que chercheur, il y a dans les missions du chercheur de diffuser ses connaissances et ses recherches. Et du coup, pourquoi dans la formation du chercheur, il n'y a pas d'apprentissage de ces codes dont vous parlez, d'échange avec les journalistes, les médias? Je pense que c'est un impensé peut-être. Enfin, je peux peut-être répondre. Disons que globalement, il y a beaucoup de choses qui sont même le métier de base du chercheur, qui n'est pas dispensé, je dirais, dans un cursus universitaire académique classique, par exemple. Nous faisons des recherches, nous faisons des travaux, nous, chercheurs, et après, nous avons des données. Et ces données, il faut après qu'on les mette en forme pour pouvoir produire ce qu'on appelle une publication scientifique. Donc cette publication scientifique, elle va avoir une introduction, elle va avoir une partie résultat, une partie discussion, et cette publication scientifique va être envoyée à un journal scientifique dédié aux thèmes sur lesquels on travaille. Ça peut être les sciences de l'environnement, ça peut être la géophysique, ça peut être l'astronomie, etc., etc. Et ce papier va être, entre guillemets, évalué par ce qu'on appelle des pairs, c'est-à-dire que le rédacteur en chef du journal va envoyer cet article pour être évalué à 2 rapporteurs indépendants qui vont faire leur rapport, et ensuite le rédacteur en chef va récupérer ces rapports et en fonction de ce qui est dit dans les rapports va demander aux auteurs de faire des changements ou des corrections par rapport à l'article qui a été soumis. Ce que je voulais vous dire en vous parlant de cette expérience, c'est que même cette formation à l'écriture de la publication scientifique n'existe pas dans le milieu académique, ou très très peu. Et en fait, c'est, je dirais, même la fonction presque de base après de quelqu'un qui va devenir en recherche. Mais même au niveau des niveaux les plus importants en termes de scolarité, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire même au niveau de ce qu'on appelle la thèse, qui se passe après Bac plus 5, master, eh bien, on n'a pas du tout cette formation à la publication scientifique. Donc, demander à qu'il y ait aussi une formation à la possibilité d'une médiation scientifique du chercheur vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des médias, vis-à-vis de tous les médias qui se mettent en place, voilà, ça n'existe pas. Donc c'est vrai qu'il y a des lacunes parce qu'on reste sur, là aussi, une formation qui va vouloir assurer les bases d'une bonne science et plus tard, effectivement, d'une bonne recherche. Voilà. Donc effectivement, mais vous avez raison, c'est des choses qui pourraient peut-être être implémentées. Autant, je vais dire, autant effectivement, quelqu'un qui va être chargé en communication va potentiellement avoir peut-être un petit peu de contact avec la science, autant quelqu'un qui est dans la science va avoir très très peu de contact avec la communication. Ouais, ça, c'est mon expérience et l'expérience des cursus que je connais actuellement. Mais on peut tout faire, ça c'est clair qu'on peut tout faire, mais moi il me semble... Alors, la science, maintenant, on vous demande d'être des grands communicants, à la fois des commerciaux pour aller chercher des contrats, des financements, et des grands communicants. Donc, quand vous avez une recherche, on vous demande de faire un site internet et puis, eh bien, de le remplir. Donc, si vous faites des articles pour le site internet, eh ben, vous les faites pas pour des publications scientifiques. Alors, effectivement, on peut tout faire, mais moi, il me semble que la communication, c'est un vrai métier. Et que on n'est pas polytâche, quoi. Donc là aussi, c'est vrai que ça pourrait se faire, si vous voulez. Mais d'abord, je pense qu'on le ferait mal, parce qu'on n'est pas professionnel du champ. Et ensuite de ça, on ne peut pas tout faire, quoi. Enfin, voilà.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je suis assez d'accord. J'imagine que les chercheurs ont déjà beaucoup de travail et que c'est sans doute une bonne chose que vous soyez bon dans la recherche et pas forcément bon dans d'autres métiers, parce que finalement, normalement, les médias devraient être présents pour vous accompagner dans cette partie du travail, quoi, justement. Et quand vous avez parlé tout à l'heure en disant que vous n'étiez pas la personne la mieux placée pour répondre à la question des médias, j'ai un peu l'impression justement que vous étiez... c'était une très bonne réponse qu'on a eue, parce que ça me donne l'impression qu'il y a des médias qui vont essayer de piéger le chercheur et de bloquer pour aller dans leur sens, dans un sens politisé, du coup, qui va à l'encontre de la recherche, justement dans le but de coincer un chercheur ou deux qui serait pas formé à la médiatisation. Juste pour dire que d'abord, j'ai pas le sentiment d'avoir été piégée. Je pense qu'on n'est pas dans le même temps. La recherche et le journalisme, on n'est pas dans les mêmes temps. Et donc, il faudrait peut-être prendre le temps de s'apprivoiser. Et ça, peut-être qu'on ne le prend pas. Mais on est dans une incompréhension de ce que fait l'autre. Et moi, je ne m'y suis pas retrouvée. Et la journaliste, il fallait qu'elle fasse vite. Vous voyez? Donc, je ne pense pas qu'elle ait voulu me piéger, mais je n'ai pas reconnu... vous savez, l'accord n'est qu'une forme du malentendu. Et donc, on a parlé et elle n'a pas entendu les choses comme je lui ai dites. Donc, c'est très frustrant. Et quand on ne sait pas faire, voilà, après... Souvent, en fait, le principal problème des journalismes, c'est qu'on manque de temps. On a des temporalités qui sont très différentes des chercheurs. C'est-à-dire que nous... on va nous donner le jeudi midi un angle d'article. Il faut que pour le vendredi midi, on ait un article avec 3 intervenants, des choses intéressantes à dire et qui soient bien écrits. Et le problème, c'est qu'en 24 heures, on n'a pas forcément le temps. Après, il y a effectivement des choses à faire. Enfin, c'est pour ça. Généralement, c'est pas tant une volonté de vouloir piéger les chercheurs, c'est est-ce qu'on a réussi à trouver quelqu'un qui soit pertinent? Est-ce qu'on a compris ce que cette personne nous a dit? Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il faut maîtriser le sujet. Et en 24 heures, c'est court. Et est-ce qu'on a eu le temps de bien l'écrire pour bien le retransmettre? Après, il y a aussi des techniques qui permettent justement de renouer un petit peu les liens entre journalistes et chercheurs. Et qui sont, je pense, à appliquer pour tous les chercheurs, ce qui fait partie justement des outils à connaître pour avoir une meilleure relation avec les journalistes. Mais on pourra peut-être en reparler plus tard. Ou simplement, en fait, par exemple, un truc très simple, c'est simplement de demander à relire vos citations avant la publication de papier. Et si possible, dans le paragraphe dans lequel vous êtes cité. À moins que le journaliste soit de mauvaise foi ou fainéant, il devrait accepter. Les seuls à qui on refuse, c'est les politiques. Un chercheur, tout le monde y gagne, à ce qu'il soit précis. Il y a une troisième question dans la salle. Oui, merci. On m'entend? Oui, si ça fonctionne. Oui, merci. En fait, ce qui j'ai l'impression prend le dessus sur ce dont on parle, c'est que la recherche, c'est quand même la question du temps long, et que par rapport à justement aux besoins des journalistes de pouvoir sortir régulièrement de l'information, il y a quand même une incohérence. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une montée de la défiance envers à la fois les politiques et aussi la recherche, la science. On peut se rendre compte qu'il reste quand même beaucoup de conspirationnistes, de climato-sceptiques en France. Et en plus de ça, on sait que les fake news se diffusent quand même vachement plus rapidement que les vraies news. Enfin, je ne sais pas comment on dit les vraies news, mais... ma question, c'est quel est votre regard vis-à-vis de ça? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des initiatives qui permettent de lutter contre ça? Est-ce que les cellules, éventuellement, de fact-checking, c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des pistes de solutions? Alors, moi, ce que je vois comme solution, et ce qu'on pratique dans le journalisme, c'est l'éducation aux médias. C'est généralement des cours qu'on va donner dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, parfois en université, et qui permettent justement de fournir des outils, des explications sur comment est-ce qu'on crée de l'information, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut repérer si une information elle est efficace, elle est pertinente, comment on peut déceler des informations qui sont fausses. Il y a aussi un gros trou noir là-dedans, un gros angle mort, c'est qu'on fait ces formations en tant que journaliste, surtout aux jeunes, et qu'on n'arrive pas à faire ces formations au plus de 30 ans, chez qui il y a des trous de désinformation. 30 jusqu'à 70 ans, on se rend compte qu'il y a des gens qui s'informent mal et on ne sait pas comment les toucher. Et on n'a pas encore de solution parfaite là-dessus.
Et c'est là-dedans qu'on a une vaste plateforme de gens qui sont sensibles, malheureusement, à la désinformation. Alors peut-être pour rester sur les... Vous m'entendez ? Pour rester sur les médias et prendre un autre angle de vue, donc peut-être Morane d'abord, et puis ensuite Françoise et Philippe, quelle est à votre avis la responsabilité des médias dans la visibilité et la parole publique laissée aux chercheurs, parce qu'on a des médias qui sont reconnus pour être pertinents en termes de sujets de recherche, enfin pour traiter ces sujets de recherche, et d'autres non. Bon, bah, je voulais savoir ce que vous en pensiez. En termes de responsabilité des médias. La responsabilité des médias, il faut faire gaffe en tant que journaliste à bien choisir nos interlocuteurs et à pas tomber dans des facilités qui font des articles clickbait du style 5 minutes pour les chercheurs du GIEC, 5 minutes pour les climato-sceptiques, qui font un débat qui va faire du clic, certes, mais qui ne va pas informer correctement les lecteurs. Après, une des responsabilités des journalistes pour fournir de l'information, le problème il vient surtout, est-ce qu'on a le temps ou pas de trouver les informations, de contacter les chercheurs? Et ça va dépendre des médias. Est-ce qu'ils mettent de l'argent? Est-ce qu'ils ont l'argent pour le faire? Est-ce qu'ils ont le temps? Ça va dépendre de chaque média, malheureusement. Françoise, Philippe, une réaction? Moi, je persiste. Moi, je fais de la restitution. C'est que moi, je crois beaucoup à la relation de face à face et ce genre de choses. Donc, quand je fais une étude, généralement, j'utilise des choses qui sont autour de moi pour rendre cette étude aux gens concernés. Alors, ils prennent pas. Mais j'essaie de travailler un peu comme ça parce que je pense que journaliste, c'est un vrai métier, qu'il y a des journalistes sérieux et qui sont tout à fait capables de rendre compte de l'état des connaissances à un moment donné. Moi, ma manière à moi de médiatiser ces affaires-là, c'est de faire ce qu'on appelle en ethnologie une restitution. Et ces restitutions sont pour moi très très importantes et le travail n'est fini que quand cette restitution a pu avoir lieu. Ce que vous avez abordé là sur les fake news, sur les complotistes, etc., c'est un nouveau concept qui apparaît. C'est-à-dire qu'à côté de la vérité scientifique, il y aurait une sorte de ce qu'on a commencé à appeler la vérité de croyance. Donc je crois que la Terre est plate. Je m'en fiche que la science me démontre que non, moi je crois que la Terre est plate. Et de plus en plus, justement, on a cette défiance-là par rapport à des individus qui disent « Ah ben voilà, moi je m'affirme en disant que je crois que, par exemple, je sais pas, Hitler s'est réfugié sur la face cachée de la Lune et qu'il est en train de construire une armée là-bas. » Enfin bon, bref, c'était le scénario d'un film, ça. Donc on a un peu de tout quoi, qui peut exister. Mais à un moment donné, la vérité scientifique, elle est là, quoi. Je veux dire, il y a eu toute une construction de connaissances qui a été faite à un moment donné. Mais quand cette connaissance s'est accumulée sur des dizaines d'années, cinquantaine d'années, etc., et même certaines théories scientifiques, comme la théorie d'Einstein, ont été en fait vraiment confirmées que 10, 30, 40 ans après qu'il ait effectivement émis des théories. Alors là, on est dans le milieu de la physique assez théorique, etc. On n'est pas dans le, je dirais, dans le factuel de comment on peut le trouver dans certaines sciences de l'environnement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toute cette construction, toute cette science qui se construit, elle s'articule, elle se valide, et à un moment donné, elle devient irréfutable. Et ça, c'est vrai que c'est des concepts qu'il faudrait pouvoir de plus en plus refaire passer, entre guillemets, aux jeunes générations, et effectivement, et sortir de cette vérité de croyance. Alors quand je dis vérité de croyance, la croyance, tout de suite, on pense à croyance religieuse. Et peut-être qu'on n'en est pas forcément si loin pour certains d'entre eux. Okay. Est-ce que vous avez encore des réactions ? Je suis correspondant. Il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé ? Bon, vous m'entendez ? On va se tutoyer. Parce que je suis aussi dans la presse, je suis correspondant pour un journal qu'on appelle ça, hebdomadaire régional.
Voilà, donc j'ai été amené aussi à rencontrer des intervenants. C'est comment tu fais pour les choisir, justement? Alors, selon le sujet sur lequel je travaille, je vais tenter d'essayer de trouver les personnes les plus pertinentes par différents moyens. Moi, les façons dont je cherche, notamment en l'occurrence pour des chercheurs, on a des sites comme par exemple le site thèse.fr, si je ne me trompe pas dans l'adresse, qui nous permet déjà de faire une sélection et d'essayer de trouver qui a travaillé sur tel sujet. On a aussi des sites comme le CNRS qui répertorient ces chercheurs et qui, si jamais on les contacte, peuvent nous indiquer « Tiens, telle personne, elle est compétente dans tel champ de compétences ». On a plein d'instituts en France qui travaillent. On a l'INRA, on a plein d'endroits où tenter d'aller chercher des gens qui ont des compétences, qui ont étudié les sujets pendant des années. Il y a un autre site aussi que j'utilise qui s'appelle lesexperts.com qui permet aussi de trouver, en l'occurrence des expertes, parce que dans les médias, pendant très longtemps et toujours aujourd'hui, en fait, il y avait assez peu de femmes qu'on prenait en tant qu'intervenantes, parce que souvent, soit elles ne se jugeaient pas pertinentes, soit en fait leur parole était parfois souvent étouffée par celle des hommes. Donc il y a ce site-là qui peut aussi être une source d'inspiration pour tenter de trouver des gens qui sont pertinents dans leur domaine. Est-ce que tu cherches aussi en même temps qu'ils aient un côté pédagogique dans ce qu'ils vont affirmer leurs compétences? Parce que si on tombe sur une personne compétente mais qui n'est pas capable d'expliquer un phénomène, est-ce que... Alors, tomber sur un expert qui est pédagogique, qui parle bien, qui explique clairement, c'est une pépite, c'est un plaisir. Ça n'arrive pas tout le temps, malheureusement, parce que les gens qui sont compétents dans un domaine ne savent pas forcément toujours bien l'exprimer. Et du coup, on fait ce qu'on peut. On pose plus de questions, on renvoie des questions par mail, on demande des précisions. Et ça m'arrive souvent d'avoir des discussions qui sont très compliquées, où, par exemple, j'ai en tête un chercheur qui est excellent dans son domaine, qui est vraiment un ténor, qui est incroyable, qui est ultra intéressant à écouter, mais qui est très désagréable avec les journalistes, avec qui j'ai passé 2 heures au téléphone. Et pourtant, je le rappellerai sans problème, parce que c'est la personne adéquate pour ce sujet-là. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, c'est bon. C'est le micro. Oui, j'ai une question ici. Donc Xavier, moi j'ai une petite question. En fait, si je comprends bien, là, on parle du journaliste qui va chercher qui va aller appeler des chercheurs pour avoir sur des sujets. Du coup, il y a un biais quand même, c'est-à-dire que c'est le journaliste qui choisit le sujet et c'est pas le chercheur qui va du coup publier. Il y a peut-être des sujets qui sont plus diffusés que d'autres. En plus, en ce moment, effectivement, on parle beaucoup. Et c'est un peu, j'imagine, la thématique derrière, même si elle n'apparaît pas, développement durable, par exemple. Est-ce que du coup, il y a des sujets et des chercheurs qui sont très sollicités, qui du coup sortent de leur domaine de compétences parce que ils se disent ce sujet-là, je suis à la limite de mon domaine de compétences, mais je vais quand même prendre et du coup je sors un peu de ce débat-là. Et d'autres chercheurs ou chercheuses qui sont pas du coup concernés ou qui sont pas appelés par ces chercheurs parce que pas par les journalistes parce que ce sont pas des sujets finalement dont on parle en ce moment. Donc est-ce qu'il n'y a pas un biais finalement entre le journaliste et le chercheur? Enfin, moi, en ce qui me concerne personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai souvent été contacté par les médias et souvent sur des cas d'actualité. Pollution d'une rivière avec 10 000 tonnes de poissons sur le dos. Dernier rapport qui est sorti de telle agence nationale qui met l'accent sur tel ou tel problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est toujours... Enfin, moi, ce que j'ai eu à faire, c'était toujours des cas, vraiment des cas d'actualité courante, quoi. Voilà. Après, sur des articles de fond, non, j'ai jamais été trop contacté là-dessus. Oui, il y a un biais forcément, parce que on surfe sur l'actualité en tant que journaliste. Donc, il y a forcément des choses qui échappent à notre radar, parce que ça ne fait pas le cœur de ce dont on parle en ce moment. Après, effectivement, on revient à un des soucis, c'est que parfois, certains journalistes, par manque de temps ou par fainéantisme, rappellent les gens qui sont pédagogues, qui parlent bien, parce que c'est ce qu'on appelle dans le milieu des bons clients. Et parfois, du coup, on les fait sortir de leur champ de compétences, malheureusement. C'est ce qu'on appelle, dans certains cas, je pense que tout le monde a des personnes en tête quand on en parle, mais des toutologues, des gens qui sont experts en tout. Ils ont un domaine dans lequel ils sont compétents, mais on peut les faire parler sur tout, ils adorent parler, ils adorent être dans la presse, malheureusement. Du coup, nous, voilà. Mais ces gens-là, on les connaît bien. Enfin, dans notre milieu, on les connaît. Pour rebondir là-dessus, vous y avez beaucoup répondu, mais on voulait vous poser la question quelle difficulté à relayer les connaissances produites et comment penser l'information provenant de la recherche? Est-ce que vous avez
d'autres commentaires à ajouter à tout ce que vous avez dit par rapport à le fait d'aller se référencer sur des sites, essayer de contacter au mieux les personnes compétentes et pédagogues. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou l'information, la difficulté de l'information par rapport aux journalistes, dans votre cas, Françoise? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'informer que la restitution dans des cas précis? Alors, moi, je peux vous donner des exemples concrets de choses que je peux faire comme restitution, parce que ça paraît un peu absgon. Donc, je vous donne 2-3 exemples. Alors, moi, je travaille... Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les populations participent, ou les acteurs participent au débat sur les risques technologiques et sur ce genre de choses. Donc là, je viens de terminer une recherche avec un collègue de l'université de Bordeaux, qui est aussi anthropologue, et ça touchait la distribution des comprimés d'iode autour des centrales nucléaires, qui s'avère être une politique publique, un échec total. Et nous avons fait un rendu auprès de la commission locale d'information nucléaire, donc qui est ouverte à tout public, qui réunit aussi l'autorité de sûreté nucléaire, enfin bon, le chef de centrale, je vous passe les détails, le département, mais dans la salle, on avait aussi les associatifs qui ont réagi à ce genre de choses, et parallèlement à ça, on a pris le listing de tous les gens qu'on avait rencontrés et on leur a envoyé et le rapport et le PowerPoint qu'on avait fait au moment de la restitution. Donc l'idée, c'est de démultiplier les gens à qui on va... Alors ça peut prendre d'autres formes. Par exemple, je me souviens avoir travaillé sur la fermeture des usines textiles. J'ai travaillé 20 ans après la fermeture des usines textiles pour des histoires de mémoire et de sauvegarde pour le ministère de la Culture. Et c'était tellement douloureux. En 1975, dans le nord de la France, les gens ont été saccagés, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, quand je suis arrivée sur le terrain, c'était pas sûr que je puisse faire ma recherche, pour laquelle j'étais payée, je dois vous avouer. Et il a fallu faire un gros travail, un travail de terrain, comme les ethnologues savent le faire, mais il a fallu que je me fasse accepter. En quelques jours, ça passait ou ça cassait. Et donc... j'ai travaillé sur cette recherche et les gens ont peu à peu compris qu'ils savaient des choses, que tout n'était pas négatif. Et j'ai terminé cette recherche. Il y avait dans une ville à côté une exposition qui s'est montée sur les fiertés textiles. Et ils ont utilisé les verbatims que j'avais eus pendant la recherche, et je suis allée voir l'exposition avec les gens que j'avais interrogés. Et donc là, ils se sont aperçus que, à la fois, ils avaient des connaissances, mais aussi que, leurs paroles pouvaient être prises au sérieux et utilisées. Donc voilà, moi je m'adresse à des gens qui sont pas les clients habituels du musée, sont pas des gens qui habituellement s'intéressent à la recherche. Et je pense que mon job à moi, c'est de les amener à s'interroger sur ce qui a pu être fait, même s'ils sont pas d'accord. Peut-être un petit commentaire, enfin pas par rapport à ce que vient de dire Françoise, mais par rapport à la presse. Souvent, qu'est-ce qui se passe? On me téléphone, et bien voilà, il y a un rapport qui vient de sortir de 60 pages, il me faudrait, est-ce que je peux vous interviewer dans 3 heures? En tant que chercheur, je suis impliqué dans pas mal de choses. Le rapport en question, il faut que je le récupère, il faut que je le lise. Il faut que je vois en plus si effectivement il est dans mon champ de compétences et tout, etc. Donc en fait, on est obligé d'investir aussi beaucoup en temps pour pouvoir, je dirais, donner satisfaction. Pareil, quand on dit, tiens, sur le fleuve Yangtze-Kiang, il y a une pollution qui est due en fait à une usine de métaux lourds en Chine, mais on ne sait pas trop. En fait, toujours été, il y a des dizaines de millions, des milliers de tonnes de poissons qui sont le ventre en l'air, etc. Est-ce que vous pouvez regarder ça? Est-ce que vous avez votre idée là-dessus? Ben là, c'est pareil. Le fait divers, je ne le connais pas forcément.
Il faut que je me renseigne pour savoir qu'est-ce qui s'est effectivement passé, où était cette usine, quel était l'environnement industriel, voir effectivement s'il y avait une relation de cause à effet entre la production, etc. En plus, ça se passe en Chine avec une information qui n'est pas toujours facilement accessible, etc., etc. Donc là aussi, il faut que les journalistes ils comprennent que de notre côté, si on veut bien faire notre job, on est obligé d'y passer beaucoup de temps. Et je pense que les gens qui peuvent comme ça répondre, je dirais, du tac au tac au téléphone, c'est vraiment des gens qui, bon, je dirais que... spécialistes de Ouais. de la pollution en Chine, soit... Ouais, soit veulent répondre pour répondre. Quoi. Peut-être qu'on va passer maintenant à une question qui va, je pense, permettre au public de participer après Françoise, Philippe et Morane, concernant la crédibilité du chercheur. Parce qu'en s'exposant publiquement, en fait, il y a deux réactions possibles. Le chercheur risque de perdre sa crédibilité. Et inversement, plusieurs citoyens pensent que si un chercheur ne s'exprime pas sur certains sujets, il perd aussi en crédibilité. Donc, ça, c'est une première question, l'exposition publique et la crédibilité. Et pour le reformuler autrement, le fait de s'exprimer dans les médias, d'exprimer une opinion, peut-il remettre en cause la neutralité de ses recherches? Sa casquette donc, de chercheur le rend-elle au contraire légitime dans son discours? Peut-être pour commencer, qui veut commencer? Morane. Moi, quand tu poses cette question, en fait, je pense à Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue et qui est notamment présidente ou vice-présidente du groupe 1 du GIEC, j'ai un petit doute sur le titre. Vice-présidente ? Vice-présidente. Et qui, en fait, est quelqu'un qui s'exprime depuis très longtemps dans les médias, depuis une grosse dizaine d'années de mémoire, et qui est toujours très, très modéré dans ses propos, qui est toujours très factuel, qui est très efficace, et qui, on pourrait penser qu'elle donne une opinion, mais en fait, elle exprime juste des faits scientifiques basés sur ses recherches, et elle permet en fait de grandir justement le débat public et de pouvoir éclairer les décideurs. Merci. Peut-être Françoise ou Philippe. Alors, si on parle des décideurs, donc décideurs, c'est des décideurs institutionnels politiques. Effectivement, moi j'ai participé à certains groupes de travail qui ont été mis en place au niveau local pour certains problèmes de pollution, de contamination. Et c'est vrai que on s'aperçoit que les politiques, c'est toujours pareil, hein, ils ont été élus, donc ils ont une légitimité démocratique. Et quelque part, oui, mais et puis ils vous le disent, quoi. C'est-à-dire globalement, bon, vous avez été élu par combien de personnes, quoi. Enfin, il y en a un qui m'a dit ça un jour, quoi. Voilà. Donc effectivement, on arrive déjà, on est quand même en position un petit peu ils sont en position de surplomb, quoi. Et ensuite, effectivement, ce que l'on peut voir, c'est qu'ils sont quand même à l'écoute, voilà. À l'écoute, mais surtout après, ce qui leur importe, c'est de prendre la décision. Voilà. Et donc, à la limite, moi je me rappelle une fois dans un débat, pas dans un débat, dans un comité, hein, il y avait tous les journalistes qui étaient en sortie, en train d'attendre derrière la porte et tout, et là, le président de la commission, je ne dis pas de nom, qui se tourne vers nous, on était 3 scientifiques. Bon, qu'est-ce que je vais dire aux journalistes ? Alors nous, on était un petit peu sidérés, quoi, voilà, parce que voilà, on lui avait quand même tenu un discours, lui donné tous les éléments de langage pour que ce soit lui qui intervienne, et il a fallu qu'au final on a dû passer 1h30 à débattre avec les politiques, hein, au sein de cette commission. Eh bien, il fallait lui faire ce qu'il a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire une note de 4-5 lignes qui est préparée par son cabinet, quoi, voilà. Et ça, c'était ce qu'il attendait de nous, quoi, voilà. Donc on a mis 2-3 je dirais, phrases clés, etc., qu'il a ressorti ensuite à la meute de journalistes qui étaient en sortie de réunion, quoi. Voilà. Bon, ça c'est peut-être le cas extrême, je pense, hein. Je pense qu'il y a d'autres cas dans lesquels effectivement on a pu alerter sur des contaminations relativement importantes, mais dues à des études qu'on avait fait, hein, très très localement. Donc bien sûr, les élus locaux se sont sentis bien sûr partie prenante, hein, quand on arrivait à détecter des niveaux de pollution qui étaient bien au-delà de tout ce qu'on pouvait avoir par rapport aux autres sites. Ils se posaient des questions.
Et là, globalement, on a pas mal discuté, puis on s'est aperçu qu'avec... on n'a pas forcément suivi l'état des choses, hein, de ce qui s'est fait, mais en fait, avec le temps, on s'est aperçu que des décisions ont été prises et des mises en place d'actions ont été mises en place, justement, pour pouvoir, en fait, pallier à cette source de contamination qui était une source de contamination chronique. Voilà. Donc là, on se dit, peut-être on a fait un bon job et on a réussi à les convaincre que on ne pouvait pas rester avec une situation de pollution chronique et latente, quoi. Alors, moi, je n'interviendrai pas sur la presse, mais la crédibilité du chercheur, le chercheur, il n'est pas en aérobie et il est dans un système de contraintes. Et le problème du système de contraintes, c'est que dans sa crédibilité, il doit asseoir sa crédibilité déjà vis-à-vis de l'environnement dans lequel il cherche. Par exemple, moi je travaille, un de mes sujets de prédilection est le nucléaire, et vous imaginez bien que on ne dit pas tout, n'importe comment, je pense que là, on est obligé de faire preuve de 10 000 fois plus de rigueur pour asseoir sa crédibilité. Sa crédibilité vis-à-vis d'acteurs qui sont quand même vos informateurs. Moi, je travaille pas chez les dominés, je travaille chez les dominants. Je travaille avec l'ASN, je travaille avec l'exploitant, l'autorité. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc, ces prises de position publiques, il faut qu'elles soient étayées par une espèce de rigueur scientifique et non pas par mon choix. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, quand on travaille en sciences sociales, et déjà en plus quand on est une femme, pas ingénieure et en sciences sociales, on va faire la preuve de ce que l'on sait faire et on est obligé de la prouver en permanence. Et en matière de nucléaire, on va toujours essayer de voir si vous êtes pro ou anti, ce qui n'est pas l'objet du débat. Et moi, il m'est arrivé de faire des colloques où j'avais le réseau Sortir du nucléaire qui utilisait le titre de ma communication pour me faire un gentil tract, et j'avais l'exploitant dans la salle qui écoutait consciencieusement, non pas ce que je disais du social et des populations, mais qui se disait que si je faisais une erreur technique, il pourrait intervenir. Donc, évidemment que c'est pas sur mes prises de position que j'interviens, mais c'est sur les études que je fais. Et il va falloir... je passe mon temps à expliquer que ça a de l'intérêt, que ça répond à une méthode, à une posture, que je mobilise une discipline. Donc, on est sur cette corde raide, quoi. Et donc, on n'est pas dans la prise de position... voilà. Pour rebondir justement là-dessus... vous positionnez en tant qu'experte, notamment dans le nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de faire instrumentaliser son savoir par les décideurs politiques quand vous donnez des rapports ou dans le cas du nucléaire par exemple? Alors je n'ai jamais été financée ni par l'exploitant ni par... parce que le financement c'est quand même important. Après... le rapport, il est diffusé comment? Est-ce qu'il reste confidentiel? Il y a quand même un certain nombre de choses qui se posent. Moi, je n'ai jamais été financée par des acteurs forts du nucléaire, voilà. Donc ça m'exonère un petit peu de... Ouais. Mais... je pense que ça m'exonère de tout ça. Aussi dans le fait que vous intervenez avec des anti et des pros qui vont essayer de vous faire dire... Mais justement, tant que j'ai les deux, je pense que je suis bonne. C'est ma garantie. Non, mais c'est ma garantie de... de pas exposer mon point de vue. Mais ceci dit, les écrits, je les communique aussi bien à l'autorité de sûreté nucléaire que j'ai interrogé dans le cadre de l'étude, que aux associatifs de la commission, Greenpeace, voilà. Et après, c'est à eux d'en tirer des préconisations, aussi bien les associatifs que les élus
du conseil départemental que l'exploitant pour soit améliorer cette politique publique, soit dénoncer cette politique publique. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai écrit un rapport, mais je le remets à tout le monde. Et comme je ne suis pas financée par quelqu'un qui voudrait conserver le rapport, je pense que là... Et votre méthode et votre rigueur vous protègent. Pardon ? Votre méthode et votre rigueur vous protègent. Me protège, non, m'encombre, mais je pense que c'est à ce prix-là que je peux continuer à travailler un peu sur le nucléaire. Une question en fond de salle. Ce que vous dites, ça me fait penser à un groupement de chercheurs, je crois, qui s'appelle les scientifiques en résistance ou quelque chose comme ça, ça vous parle ? Oui. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces scientifiques qui prennent parti, en quelque sorte, qui militent en utilisant leur savoir ? Moi, j'ai rien contre, mais le problème, si vous voulez, c'est que après se joue l'accès au terrain. Donc, si je vais militer contre ou pour l'énergie nucléaire, ben après, je fais plus d'études. Donc, après, il faut savoir. Moi, je pense que je suis plus efficace en utilisant ma méthode pour produire des données et des analyses. Bon, après, que des gens soient militants, moi, ça me choque absolument pas et je peux l'être par ailleurs. Vous voyez ? Mais tout dépend. Finalement, je pense que ça fait écho aussi aux engagements du chercheur, l'impartialité. Vous êtes presque obligé en fait de ne pas prendre de parti par rapport à ça. Moi, la question que ça me soulève, c'est on a donc il y avait le triangle donc des chercheurs qui est mesurer, diagnostiquer et agir, et qui sont du coup 3 points différents. J'ai l'impression que donc, vous pouvez mesurer et diagnostiquer, mais que l'agissement est presque hors de votre portée parce que vous donnez le bébé à quelqu'un d'autre qui va en faire ce qu'il en fait. Est-ce que ça vous met en rogne des fois de voir que votre travail n'est pas considéré ou mal par les instituts avec qui vous travaillez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver ou est-ce que c'est pas... Alors, je vous donne un exemple, c'est la dernière recherche qu'on a faite. Lors de la restitution, donc on a essayé d'expliquer que, bon, effectivement, on leur expliquait qu'ils étaient mauvais. Hein. Bon, mais, je veux dire, on peut pas... Enfin, c'était les résultats. Hein, Et donc, on leur a fait découvrir des choses qu'ils ignoraient, ça c'est clair. Et la seule remarque que j'ai eue, c'est me dire, vous avez comparé avec la tempête de 99 et vous avez parlé d'un accident. Or, c'était classé 2 sur l'échelle INES et c'est un incident. C'est tout ce qu'il a retenu de ce que j'ai fait. Donc, bon, vous dites, non, de rester rigoureuse, au contraire, moi je trouve que ce que j'ai produit est peut-être plus efficace que si j'avais pris position sur quoi que ce soit. Si la personne ne veut pas vous entendre, elle ne vous entend pas. Mais moi, mon boulot, et moi j'ai l'impression d'agir en mettant au jour des analyses de ce type-là, et le politique, c'est au politique, c'est un vrai métier. C'est aux politiques de prendre des décisions et de les mettre en œuvre. C'est pas à moi. Moi, je mets la situation à plat. Et après, j'ai bien des idées en tant qu'individu. Mais c'est pas ce qu'on me demande. Moi, mon savoir-faire, il est plutôt sur l'analyse, l'interprétation, aller chercher des données. Donc, je le vois comme ça et je trouve pas que je suis pas dans l'agir, quoi. Dans une autre forme d'agir que le militantisme. Oui, ça. Oui, enfin, Françoise a beaucoup insisté, je pense qu'elle a raison, sur la crédibilité que l'on peut avoir au sein de notre communauté scientifique. Ça, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, vous êtes reconnu, parce que voilà, vous faites de la recherche de qualité, vous publiez des travaux de qualité, des travaux qui sont reconnus.
Et ça, c'est hyper important. Après, il y a certains discours que l'on peut effectivement construire par rapport à nos travaux de recherche et à nos résultats, voilà, qui seront incontournables et qui seront facilement transmissibles vers le grand public. En disant, par exemple, je sais pas, dans la Seine, on a fait des analyses de poissons et on s'est aperçu que ces poissons étaient intersexués, ils étaient à la fois mâles et femelles. Okay, et donc, ça vient essentiellement de pollution de pollution industrielle, puisqu'on a pu montrer en laboratoire que si on soumet ce même type de poisson, à savoir des gardons, à tel et tel type de composé, eh bien, effectivement, ils développent de l'intersexualité. Voilà. Donc ça, c'est des faits qui peuvent parler au niveau du grand public, et c'est des faits qui sont réels, qui sont avérés, qui sont démontrés. Voilà. Donc là, effectivement, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que quand même des décisions soient prises pour pouvoir effectivement faire en sorte que voilà, ces phénomènes ne se reproduisent pas. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je me place donc en tant que... J'étais dans l'enseignement et moi, le travail des chercheurs, c'est ma ressource. Et donc, j'ai souvent rencontré des chercheurs en sciences de l'éducation, notamment. Et puis, ma question a toujours été, mais comment vous pouvez continuer à travailler sans être sans être rebelle, comme on doit l'être, quand on sait que... Alors, dans l'éducation nationale, c'est particulier parce que les ministères, ça tourne. Mais quand on voit comment les payeurs, parce que ce sont les demandeurs et les payeurs, s'assiedent ensuite sur le résultat des recherches. Et c'était souvent le cas dans mon domaine. Hein. Je ne parle pas, là, vous avez un domaine beaucoup plus explicite, visuel, etc. Mais en sciences de l'éducation, dans la pédagogie, des chercheurs ont fait, et puis ça continue, hein, moi je suis à la retraite, mais font un travail remarquable, considérable pour nous aider, nous les enseignants, et le ministère qui a commandé cette recherche, donc avec l'argent public, s'assied complètement sur le résultat de ces recherches, puisque nous après, on ne nous demande pas d'utiliser ces recherches-là, même souvent on est plutôt condamné si on le fait, et je trouve ça, être chercheur, ça doit être rebelle à 100%, quoi. Parce que ce que vous disiez, sur l'industrie nucléaire, c'est vrai qu'il faut vraiment faire avancer aussi les choses, mais nous, dans l'enseignement, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et être chercheur dans ces domaines-là, merci à eux, et continuons le combat. Alors bon, là, je vais être obligé de m'engager, là. Et je pense que, globalement, de plus en plus, on a une administration qui est de plus en plus prégnante à tous les niveaux, y compris en recherche, bien sûr, puisqu'on est vraiment de plus en plus contraint. Et il y avait un livre qui avait été publié une dizaine d'années de ça, qui s'appelait « La République des imposteurs », qui était écrite par, je ne me rappelle plus qui, petit livre. Hein. Et en fait, l'auteur qui était un politologue, sociologue, en fait... exacerber le fait que de plus en plus dans les textes administratifs qui étaient imposés aux différentes administrations des ministères, il y avait de plus en plus d'injonctions entre guillemets politiques qui faisaient donc diriger l'administration et la manière de faire fonctionner les institutions dans une certaine direction, qui était une direction tout à fait très très bien cadrée. Et donc ça paraissait au niveau des textes, et effectivement, toutes les grandes institutions sont dirigées par des administratifs qui ont en charge de mettre en place effectivement le bon fonctionnement de ces systèmes, de ces institutions. Et en fait, on s'aperçoit que c'est peut-être eux qui ont vraiment la mainmise. Et je pense que dans votre cas, je pense que c'est tout à fait ça, quoi. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois. De toute façon, la grande administration publique, je pense qu'elle est très très réticente au changement. Comme partout, mais je connaissais un collègue là qui avait accès à un ministre. Et dans le cabinet, il y avait 12 personnes qui étaient autour de ce ministre pour le conseiller. Et les 12 personnes étaient tous issus de l'école nationale de l'administration, tous de l'ENA. Voilà.
Et comme il me dit, mais comment veux-tu qu'en ayant autour de soi un cabinet monoculturel, on puisse avoir une diversité en termes de décisions à prendre pour telle ou telle décision. Et en plus, ce qui se passait, c'est tous ces énarques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans un cabinet, mais ils se marquaient, comme on dit, tous à la culotte pour être sûr qu'il y en a un qui ne dépasse pas l'autre, et ils se faisaient des crocs en jambes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une réalité aussi qui existe dans les cabinets ministériels. Alors, on va poursuivre. Donc, en introduction, on disait que l'engagement du chercheur était aussi dépendant d'un contexte social, historique. Bon, en ce moment, avec le changement climatique, le déclin de la biodiversité, on observe de plus en plus de chercheurs qui s'engagent. Alors peut-être que certains ne seront pas d'accord. On parlait de Valérie Masson-Delmotte qui était plutôt modérée pendant un bon moment et finalement elle est passée au militantisme, à l'activisme même. D'où vient cette montée donc récente d'un militantisme public? Je suis pas sûr qu'elle dirait activisme, mais elle a pris position il y a très peu de temps sur un sujet important, et c'est justement la première fois où ça a marqué. Mais elle se décrirait pas, je pense, activiste. Engagée, elle se décrit engagée. Activiste, non. Il y a pas longtemps, du coup, Valérie Masson-Delmotte a participé à une soirée organisée par Reporter, Blast, en soutien au soulèvement de la Terre. Et le fait qu'elle participe et elle s'exprime à cette occasion-là, c'était un marqueur important, parce qu'elle dépassait le rôle qu'elle avait tenu pendant 10 ans. C'était au début du mois, je crois que c'était le 12 avril. Et du coup, là, il y a eu vraiment peut-être une forme d'engagement assez visible, ce qui n'était pas le cas avant. Et qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui a poussé cette chercheuse à s'engager, donc voilà, plus généralement. Et on observe de plus en plus d'actions de coup de poing menées par les scientifiques revendiqués militants. Et voilà, d'où vient cette montée récente et qu'est-ce qui pousse à cette forme d'engagement plutôt vers le militantisme et l'activisme? La question. Je pense que c'est, en tout cas, dans le cas de Valérie Masson-Delmotte, son engagement, c'est face à l'inertie, en fait, du gouvernement, face à l'inertie des décideurs politiques. Et ça se ressent chez beaucoup de personnes qui travaillent sur le dérèglement climatique, sur justement l'effondrement de la biodiversité. Moi, j'ai travaillé notamment sur les écologues et naturalistes qui travaillent en cabinet d'études, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées de faire des études d'impact sur les terrains où on va construire du bâti. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur des terrains, ils vont aller étudier la faune et la flore qui y est, et ils vont dire, OK, pour ce projet-là, on a le droit de tout détruire si on reconstruit de la faune et de la flore ailleurs, de telle manière. Le problème, c'est que eux, la façon dont ils ressentent leur métier, c'est qu'ils sont les fossoyeurs qui viennent bétonner un endroit de nature. Alors qu'ils sont engagés normalement dans cette voie-là, dans ces études-là, parce que justement, ils avaient envie de lutter contre le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ça c'est une enquête que j'ai faite il y a 6 mois, et il y a 3 mois, et beaucoup des personnes avec qui j'avais discuté à l'époque se sont mis ensemble dans ce qu'ils appellent maintenant les naturalistes en lutte, c'est-à-dire qu'ils ont créé un groupe où ils peuvent échanger sur leurs pratiques et tenter de trouver des moyens de lutter. En l'occurrence, ils ont créé une carte participative sur laquelle tous les naturalistes, tous les experts dans ces domaines-là peuvent s'inscrire et dire « Je suis disponible dans telle région, j'ai tel type de compétences. Si vous avez besoin de moi pour faire des études de terrain, pour par exemple lutter contre un projet routier, je suis disponible pour venir et étudier le terrain et vous fournir un rapport. » Ça, c'est une méthode de lutte justement qui est récente et qui est intéressante, je pense, à analyser. Ce sujet. Bon, on parle beaucoup du GIEC, de la Commission internationale sur le changement climatique, IPCC, c'est ça? Non, pas IPCC, justement. Il y a un autre comité qui a été fondé, dont j'ai fait partie, qui est le International Committee Against Chemical Pollution. Voilà. C'est-à-dire le comité international contre la pollution chimique. Et en fait, les gens qui sont impliqués dans ce comité disent l'enjeu de la pollution chimique est tout aussi important que l'enjeu du changement climatique. Et en fait, on est exposé à des milliers et des milliers de molécules, etc. etc. Voilà. Donc bon, on les entend assez peu parce qu'effectivement, ils n'ont pas forcément le même relais international que peut avoir
les gens du GIEC, etc., etc. Mais voilà, il y a aussi, vous voyez, des gens qui sont aussi mobilisés sur d'autres aspects. Préservation de la planète, non-pollution de la planète, voilà, ça existe aussi, quoi. Après, effectivement, qui peut être contre on veut sauver la planète et on veut sauver l'humanité? Tout le monde est pour, tout le monde, bien sûr, ne va pas remettre ça en cause. Après, effectivement, certains sentent beaucoup plus l'urgence, peut-être parce qu'ils sont dans cette discipline-là. Et effectivement, bon, après, c'est une question de... comment dire, c'est compliqué à dire, mais c'est une question de perception personnelle et de projection de ce que peut être le futur. Alors c'est vrai que quand les paléoclimatologues font tourner les modèles, on ne va pas vers un monde qui va être luxuriant et verdoyant, ça c'est sûr. Donc voilà, mais on dit mais c'est des modèles et ça extrapole. Et c'est ça le problème, c'est que on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité les communautés humaines capables de dire stop, on arrête et on va vers un mur et il faut qu'on change. Je crois que ça, hélas, ça n'a jamais trop existé. Alors, une petite question pour rebondir. Ah, une question. Okay. Est-ce qu'il peut y avoir un risque pour le chercheur en tant qu'individu, ou a-t-il vu seulement en tant que chercheur, et d'être attaqué pour diffamation quand il y a des problèmes par rapport justement à toute la pollution Oui, alors là je pense que c'est un point important, c'est-à-dire que c'est la défense de la liberté académique et aussi la défense de la liberté éditoriale. Mais ça, je pense que les journalistes seront plus à même d'en parler que moi. Bien que moi, je suis rédacteur en chef d'un journal scientifique. On reçoit 20 000 papiers scientifiques par an. On en publie à peu près 6 000, 7 000. Donc, je brasse beaucoup de papiers. Et à titre personnel, en tant que rédacteur en chef, j'ai été aussi attaqué en justice par une association indienne, vous voyez, parce qu'on avait publié un papier qui faisait état d'une contamination des fruits et légumes en Inde à des niveaux relativement importants. Le papier avait été validé, la méthode analytique était totalement validée, il n'y avait rien à redire. Et donc en fait, voilà, j'étais assigné entre guillemets à justice, mais les sociétés d'édition par laquelle est publié le journal dont je suis rédacteur en chef a pris en charge tout ça, c'est-à-dire qu'en fait ils ont tout un système juridique. Donc ça, c'est plutôt la liberté éditoriale, qui est aussi une certaine liberté de forme académique. Et j'ai un collègue au CNRS qui, en fait, ayant travaillé sur les pesticides, a été attaqué en diffamation par certaines sociétés phytosanitaires et effectivement a eu la protection du CNRS. Et c'est vrai qu'en France, la liberté académique n'est pas aussi... si vous voulez, figée en termes de respect qu'elle peut être dans d'autres pays. Alors, c'est sûr qu'on a inclus depuis quelques années le principe des lanceurs d'alerte qui seront protégés si jamais ils lancent un message, etc. Mais il faudrait, je pense, aller beaucoup plus loin, quoi. Voilà. Je crois que c'est un peu deux questions, mais en fait, je me demandais comment c'est équilibré, comment sont équilibrées les recherches, notamment en termes de financement. Par exemple, vous qui travaillez sur les polluants et qui révélez les polluants, et les chimistes qui synthétisent ces polluants, qui est plus ou moins financé. Et ma deuxième question, c'est l'éthique des sujets de recherche, qui la discute et en quoi les citoyens ont leur mot à dire sur l'éthique des sujets de recherche. Alors là, je pense que les types de sujets de recherche qui sont développés, il n'y a pas forcément, je dirais, un regard ou un conseil qui est donné aux citoyens. Je n'ai pas trop quand même l'exemple. Alors, ce que l'on a quand même au niveau de la France, on a l'Agence nationale de la recherche, qui est une agence de financement de la recherche qui distribue à peu près, je sais plus, on a peut-être 600 millions d'euros par an, et qui est donc une agence nationale, gouvernementale, qui va en fait, à travers des comités d'experts, définir quels vont être les thèmes prioritaires à définir pour que la France puisse se développer. Donc il y a des thèmes qui sont développés et qui sont affichés. Il y a des appels à
propositions de recherche qui sont faites. Les chercheurs répondent et en fonction de la pertinence, eh bien, ils vont pouvoir être potentiellement sélectionnés et recevoir un financement pour pouvoir développer tel ou tel type de recherche qui va entrer dans les directions qui ont été fixées par l'Agence nationale de la recherche. Voilà. Alors, par rapport à votre question, j'essaie de voir si j'ai pu participer ou si j'ai écho d'un rendu qui a pu être fait de certains types de recherches auxquels, je dirais, le grand public, les citoyens avaient été conviés. Alors ça se fait, mais souvent en aval, c'est-à-dire après que la recherche a été faite, on va présenter les résultats sur voilà, la carte phytosanitaire, des phytosanitaires en France, etc., etc. Mais en amont, participation des citoyens en amont, non, j'ai pas trop d'exemples. Si j'ai un seul exemple, dans le Grand Bordeaux, il y avait mise en place d'un comité de développement durable, dans lequel effectivement on avait des débats avec le grand public et les citoyens, où on essayait de donner des directions par rapport à certains objets qu'il aurait fallu discuter en termes de agglomération bordelaise. Quels sont les problèmes, développer des espaces verts, des pistes cyclables, etc. Donc des problèmes très très concrets, mais qui après pouvaient potentiellement aussi être définis comme des actions de recherche. C'est le seul exemple que j'ai où effectivement on a pu avoir des gens qui ont pu participer à des définitions d'action. Voilà. Pour rebondir, est-ce que justement, vous vouliez rebondir, Françoise ? Non, rapidement pour vous dire que l'éthique, on a une éthique en construction en permanence, enfin en cours, si vous voulez, au sein des disciplines, parce que quand vous travaillez avec de l'humain, enfin bon, dans mon cas, vous travaillez avec de l'humain, enfin c'est relativement compliqué. Et sur les thèmes de recherche, eh bien les objets de recherche qu'on va avoir, c'est nous qui les choisissons. Alors on les choisit moyennement, puisqu'il va falloir les soumettre à financement. Et que l'arrivée de l'Agence nationale de la recherche, c'est quand même des lignes de recherche qui vont être financées, et c'est relativement immédiat comme sujet. Enfin, ce qui est soumis à financement, pour vous donner une idée, après le Covid, on a financé tout un tas de recherches sur le Covid. C'était dans l'immédiateté, donc pas dans le temps de la recherche, voyez. Donc, on a changé de perspective, et c'est vrai que ce système de contraintes fait que nos sujets de recherche deviennent de moins en moins larges et de moins en moins soumis à une envie. Alors c'est vrai qu'on peut dire que la recherche est devenue maintenant une discipline problem solving, c'est-à-dire il faut qu'on résolve des problèmes. Avant on était un petit peu dans la recherche académique relativement, voilà, je dirais fondamentale, mais de plus en plus maintenant les appels à projets sont sur des thèmes, des thématiques qui sont très très ciblées et qui sont liées à résoudre certains problèmes qui se posent dans la société. Et où c'est d'autant plus vrai, c'est au niveau de la Commission européenne, puisqu'on s'aperçoit que l'ensemble des thématiques sur lesquelles, effectivement, ont été définis des potentiels appels à propositions de recherche, ce sont des mots qui résonnent au niveau de la société. Ça va être problème du grand âge, ça va être smart mobility, c'est-à-dire mobilité douce. Ça va être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, oui, agriculture durable, oui, ben ça, oui. Voilà, smart city aussi, oui, les villes, je ne sais pas comment on peut smart parce que c'est ambivalent. Voilà, enfin bref, tout ça pour dire que de plus en plus, le chercheur, on le disait, on est impliqué dans la société. On est payé par les citoyens, on est payé par la société, mais de plus en plus, on va demander, entre guillemets, des comptes pour pouvoir faire avancer un meilleur bien-être pour l'ensemble des communautés humaines. Oui, donc on approche lentement de la fin
de notre table ronde. Question encore. Oui, alors j'avais juste envie... Allez-y. C'est pour compléter ce que vous disiez, mais il me semblait que quand même, lorsque les citoyens se regroupent suite à, je pense à cette médecin-chercheur qui avait défendu ce groupe de femmes, enfin de citoyennes et d'hommes, dont les enfants avaient été victimes de malformations suite à une pollution environnementale. Je pense qu'il y a aussi ça qui peut être intéressant, et ça montre aussi l'engagement du chercheur sur quand même la défense de ce que vous disiez entre les dominants et les dominés. Ça me paraît intéressant aussi de parler aussi là d'engagement du chercheur. Alors, il y a un exemple là. Ce que vous dites fait écho là, dans ma tête à ce qui existe sur le golfe de Fos. Au golfe de Fos, il y a une association entre guillemets éco-citoyenne qui a été mise en place, puisqu'en fait, du fait de l'exposition à toutes les pollutions dues au parc industriel autour de Fos, il y a eu beaucoup de pathologies qui étaient relativement inconnues ou alors très très rares, qui sont apparues dans la population. Et c'est devenu des cas d'étude, presque même pour la médecine française. Et donc il y a eu une association qui s'est créée dans laquelle ils ont voulu mettre ensemble, effectivement, les citoyens et aussi des chercheurs locaux. Et ça, c'est un point important. Je pense qu'il va falloir que de plus en plus, on revienne à une dimension locale. On le dit partout, hein, il faut consommer local. Et ben, je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi rechercher local. Parce qu'en fait, en France, on n'a en fait que des instituts nationaux. L'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, un centre national de la recherche scientifique. Et après, tout est décliné en silos, tout est décliné pour aller vers, entre guillemets, les étages inférieurs. Et peut-être qu'il faudrait qu'il puisse y avoir certaines actions collectives qui puissent se reconstruire sur des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés et qui puissent être, je dirais, aussi traités et étudiés localement. Mais là, après, comment associer les décideurs politiques, comment associer les pouvoirs politiques qui, immanquablement, mettront en évidence qu'il y a eu un manque d'action en termes de politique publique, puisqu'il y a quand même des problèmes qui arrivent. Ça, c'est tout un autre enjeu, tout un autre débat. Oui, tu me fais penser, du coup, l'étude sur Fos-sur-Mer, il y a eu notamment une recherche participative qui a été menée avec des médecins, avec les personnes qui travaillaient là-bas. Et ça me fait penser, on implique les chercheurs dans la société, mais aussi on peut impliquer la société dans la recherche. Ce format-là, ça pouvait être aussi une solution à prendre pour le futur, la science participative, la science ouverte, faire plus de projets et ouvrir la science de tous les côtés de ce point de vue-là et voir aussi émerger ces projets dans les médias de façon générale. Est-ce qu'on pourrait avoir le mot de la fin selon vous, que vous retenez un peu de cette table ronde, ce que vous avez envie de partager? Je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. C'était que bon, les chercheurs, c'est des citoyens comme les autres. La science, je le dis, ou la recherche, je le dis souvent, c'est une activité humaine comme une autre, avec aussi des défauts, donc des inconvénients, des avantages. Et ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement, on a développé la science, on a développé, excusez-moi Françoise, mais pour les sciences et les technologies, on a développé aussi tout un processus qu'on appelle la méthode expérimentale. On a une hypothèse, on fait des expériences, on regarde les faits, on les confronte avec ce qu'on a sur le terrain, etc., pour pouvoir justement pallier un peu à, je dirais, l'intuition est peut-être intéressante en science aussi, quand même, surtout pour choisir, par exemple, certaines voies où vous voulez aller. Mais à partir du moment où vous avez choisi la voie, je pense qu'il faut remettre en place une méthode tout à fait validée et objective qui va pouvoir permettre de conforter et avoir des résultats qui seront tangibles et robustes et qui vous permettront effectivement de dire ben voilà, j'ai tel résultat et donc ça conforte cette hypothèse et ça va tout à fait dans la direction. Donc je pense que c'est ça. Et puis, comme je vous dis, soyez indulgents par rapport aux chercheurs parce qu'il y a la science d'un côté qui est assez bien établie et les chercheurs, eh bien, ils sont dans un monde d'ignorance, ils tâtonnent. Il y a des choses qu'ils arrivent à avoir en termes de connaissances, mais petit à petit, eh ben, l'oiseau fait son nid et le nid fait le chercheur. Quoi, je dirais. Ouais, allez. Bah écoutez, alors je
je veux bien conclure. Je ne sais pas trop quoi conclure. D'abord. Ah oui, d'accord. Non, mais parce que je voudrais quand même remercier les gens d'être venus. Je pense que c'était important. Merci aussi. J'espère que les échanges ont été suffisamment fructueux. Et puis, n'hésitez pas à reprendre contact avec la Fondation Rovaltin. De toute façon, nous sommes une entité, donc une fondation de coopération scientifique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail. Si vous voulez des contacts avec, n'hésitez pas à la visiter. Et puis moi, en tant que président, je suis quelquefois sur Valence, donc effectivement, je peux être aussi, essayer aussi de participer à d'autres manifestations de ce style. Et merci à vous aussi pour votre venue, et je vous souhaite donc bonne soirée. Merci bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus et de nous avoir partagé votre savoir. Merci au Train Théâtre qui nous a accueillis aussi pour cette présentation. Merci à tous ceux qui ont organisé et merci à vous d'être venus.